œuvres de Sommer, un engagement physique, intellectuel, voire, expérimental avec le monde. Je vous le disais, il commande pas en fait, mais c'est comme s'il rassemblait des signifiants culturels qui sont chargés d'émotions, chargés d'histoire sociale et il les photographie. On a le sentiment qu'il photographie, l'histoire matérielle. Bon, il y a un jeu de contraste aussi, dans ces photographies qui est vraiment intéressante. Je voulais le mettre, en lien avec, Divola. Ça me semble intéressant de mettre, ces deux artistes en lien, sur des 2 temporalités différentes. Mais Divola a beaucoup été influencé par Sommer. On le voit dans ses œuvres. Celle-ci, elle est vraiment intéressante. Heu et ce sont des espèces de, comment dire? Des arrangements macabres de carcasses d'animaux. On voit là, on reconnaît un espèce de crapaud, enfin pas un espèce, un crapaud, qui voilà, qui est mort, qui est même séché, hein, et puis là, on a des fragments de choses. Il y a un il y a un il y a un il y a une fragment végétal, hein, de fleurs. Il y a une espèce de bourdon comme ça qui est posé également, alors sur un parquet qui est, aussi texturé, qui, qui, qui est fait, de creux, de fissures, de lignes, dont, des sens différents, avec des lignes qui sont plus ou moins, étroites. Il y a des jeux aussi de lumière dans cette œuvre, hein. Il y a vraiment des gammes de gris qui sont intéressantes, heu et bah, outre, ce côté un peu macabre, finalement, il y a quelque chose d'extrêmement poétique. Il y a quelque chose aussi de l'ordre, on le voit, hein, ici nettement, de la disparition, de l'effacement. Il y a une dimension extrêmement philosophique dans les œuvres de Sommer et de Diplo, hein. On le voit, quand il y a l'absence, le vide, le rien, cette absence d'humanité qui nous évoque en effet quelque chose qui est terminé. Et là, on est bien dans cette idée de disparition. Même chose, ici, à nouveau, Divola, hein, cette œuvre, elle est, extrêmement, émouvante, hein. On a cette espèce de tête de poupon qui est, qui s'efface au fur et à mesure parce que les fragments, végétaux, voilà, se superposent, font des couches, heu, qui se superposent les unes sur les autres et qui finissent finalement par l'effacer. On voit à peine son regard. Alors son regard, on voit il a dû être ajouté par-dessus, hein. Il y a quelque chose qui est assez, aussi, fantasmatique, on pourrait dire. On continue à voir son nez et sa bouche. Il sort, hein, il sort de cet, cet élément, bois qui est, aussi, faite de nœuds, faite, d'écorce, qui est faite d'éléments. On a l'impression de voir des champignons comme ça qui prolifèrent sur toute la surface. Voilà, il y a une dimension extrêmement philosophique, extrêmement poétique dans quelque chose de l'ordre de la nature peut-être, de la nature qui, finalement, quoi qu'il arrive, prend l'ascendant sur la culture. Hein, on voit bien que ça prolifère, c'est en train de proliférer sur ce petit visage, pour, finir par l'effacer, complètement. Ça me semble intéressant, hein, dans ce processus de création, ce processus de représentation et cette idée finalement de représenter, heu, dans cette dimension extrêmement, sensible, extrêmement poétique avec une dimension, philosophique sur la vie, voilà, ça c'est la dernière, de Sommer, en lien. Vous voyez, on est toujours dans des jeux de textures, c'est un mur, qui a été, avec des coulures, avec des éclaboussures. Hem, il y a quelque chose, on a l'impression que c'est quelque chose qui, comme un élément qui sort du mur, mais c'est un jeu,
C'est un jeu de traces, un jeu de lumière, un jeu de couleurs. Il y a des éclats. C'est assez chaotique aussi hein, dans la représentation plastique. Et dans cette représentation complètement abstraite euh, et fait de gestes, fait de traces, il y a une dimension émotionnelle qui est très importante en l'absence de toute humanité. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est pas parce que l'humain n'apparaît pas qu'il n'est pas. Hein. C'est-à-dire que le geste de l'humain nous montre bien cette dimension humaine. Et je trouve que c'est intéressant de suggérer cette humanité peut-être déchue, cette humanité chaotique, sans la montrer, tout en la suggérant, ou en tout cas en montrant les effets du geste de cette humanité, les traces qui restent de cette humanité. Ça me semble extrêmement intéressant dans des dispositifs de présentation, dans des questionnements à problématiser en art plastique. Voilà, moi je vous mettrai des sujets hein, juste après demain, qui seront en lien avec cette conférence d'aujourd'hui pour pouvoir justement problématiser et réfléchir à tout ça. L'image du réel peut devenir fiction par sa manipulation. L'enregistrement, donc on l'a vu, hein, on le reverra encore, l'enregistrement mécanique du réel autorise un travail de fiction en photographie, donc mécanique dans, par exemple, la photographie. Comprendre à quel moment du processus créatif intervient la manipulation dans la mise en scène, le cadrage, l'éclairage, le point de vue ou la manipulation par le médium. Hein, reportons-nous à nouveau aux photographies de Sommer, mais aussi de d'Ivola. Mais de Man Ray et également, puisque Man Ray, Dibola et Sommer se sont beaucoup inspirés évidemment de Man Ray. Hein. Ils sont dans cette mouvance surréaliste et même, on pourrait dire, d'expressionnisme abstrait. Une photographie peut être ambiguë, hein, je crois qu'on l'a vu clairement, et il est possible évidemment de rendre une image du réel fictionnel. L'observation et la ressemblance, c'est le fil conducteur Fabien Merel. Hein, on regarde cette œuvre de lui. Vous voyez, je vous l'avais dit quand on a vu l'œuvre des mains, hein, vous vous rappelez cette œuvre un peu énigmatique, simpliste des mains. Et ben finalement, on a un lien qui est intéressant quand on regarde à nouveau cette œuvre de Fabien Merel, Radeau Baleine Bateau, Soleil Mer, ça s'appelle. 2018, 32 x 41,5, c'est la taille finalement d'un A3, hein, d'un format A3. Et alors, on a le prénom, Fabien. Tiens, le prénom correspond à l'artiste. Et puis, on a la date, septembre. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ce tampon, mais généralement, c'est le tampon qu'on met sur les dessins des enfants en école primaire. Et oui, c'est ce qu'on devine. On devine que c'est un dessin d'un très très jeune enfant en école primaire et que sur ce dessin a été transposé un autre dessin. C'est un dessin, hein, ce n'est pas une photographie, d'une barque avec une voile, une petite voile. Euh, et puis, un homme qui est posté devant, comme un effet miroir, devant le bateau aussi, la petite barque du jeune enfant qui l'aurait peinte, une île, hein, vous voyez, avec le palmier, la mer évidemment, et puis ce petit garçon, ce petit Fabien qui est là, qui est ancré, hein, il a une encre, et puis le soleil. Donc le petit Fabien, le jeune enfant, a dessiné cette partie-là, et puis pour connaître l'œuvre, mais je pense que vous pourriez tout à fait l'analyser et le deviner sans problème. Et puis là, on a Fabien adulte, Fabien qui finalement, dans un effet miroir, regarde son, son, comment dire, son clone, le petit Fabien, le petit enfant qu'il était, qui avait des rêves certainement, des rêves peut-être d'avoir un petit bateau, d'aller naviguer sur la mer. Et puis, il y a un questionnement qui se met en place, qu'il le regarde hein, réellement. Euh, cette barque, elle est, entre parenthèses, elle est extrêmement poétique aussi, elle est digne
d'un voilà, elle sort tout droit d'un rêve, même si elle est représentée, c'est tout le propos de la représentation de façon, finalement très réaliste, hein. Il y a quelque chose, d'assez, traditionnel dans cette barque et il faut savoir que Fabien Merel se décide toujours en pyjama. Hein, comme, ça évoque l'enfance, hein, le pyjama, l'enfant qui est malade ou l'enfant qui veut pas aller à l'école ou qui traîne le week-end, en pyjama et il y a toujours un lien, on l'a vu dans Les Mains, avec Fabien Merel, on le voit nettement ici, entre lui, adulte et le monde de l'enfance, de son enfance en l'occurrence. Je trouve ça vraiment, mmh, très intelligent finalement d'avoir, voilà, d'avoir utilisé ces dessins d'enfants, d'avoir fait un écho miroir dans la représentation, d'avoir, joué de temporalités, différentes, mais avec, le même personnage. C'est-à-dire qu'il rentre dans la temporalité, de sa jeunesse, de sa petite enfance et le petit enfant aussi dans un effet miroir rentre dans sa temporalité et puis ensemble ils dialoguent. Il y a un véritable dialogue qui se met en place. Peut-être qu'il se pose la question sur, bah, s'il réalise ou non ses rêves d'enfant. En tout cas, c'est, à nouveau extrêmement poétique. Il y a une dimension, également, de mise en scène, hein, de l'artiste, d'énigme, et de métaphore, hein. Évidemment, il y a quelque chose de l'ordre du miroir des rêves avec, des sens cachés. Hem, Toute tentative d'imitation ou de représentation du réel produit un écart dont la valeur expressive dépend des moyens techniques employés. Donc le dessin d'observation ne s'affranchit pas de la question de point de vue et les codes de représentation, renouvelés tout au long de l'histoire, redéfinissent sans cesse l'idée et le pouvoir évocateur du dessin. On le voit avec Fabien Merel, on le verra tout à l'heure avec Jérôme Zander, où en effet, la vitalité du dessin, dans le paysage de l'art contemporain, hem, est, hem, est vraiment intéressante et j'en suis ravie et nous assistons à une nouvelle reconnaissance, heu, bon, alors que le dessin, renvoie finalement à l'essence même des beaux-arts. Hem Donc, le choix d'un instrument peut avoir un impact sur une représentation. Là, c'est à nouveau Fabien Merel. C'est un dessin, hein, pierre, bois, encre, papier. Donc, vous voyez, il est toujours en pyjama. Il y a une dimension extrêmement onirique, poétique. Il, heu, il regarde dans le vide. Ses fonds sont, monochromes. Il y a voilà, une végétation qui est là. Il est dans un univers, énigmatique, onirique et